Tout le monde est installé. Je déclare donc la séance du Conseil municipal du 10 novembre ouverte et vais proposer à Monsieur Roussillon de bien vouloir assurer le secrétariat de séance et de sa plus belle écriture. Il est là, voilà, et il est par là, donc il faut lui faire passer. Voilà, merci à lui. Alors, Geneviève Serre. Présente. Jacques Augustin. Présent. Émilie Nat s'est excusée, a donné pouvoir à Geneviève Serre. Patrick Jaillet. Bouchra Fenzar. Sébastien Monod. Monique Camage. Dominique Girard, qui donnera pouvoir à son départ pour une réunion importante concernant le marathon de Marne-et-Gondoire à Patrick Jaillet. Florence Blanchard. Ossine Zouaoui. Kamel Rizki est excusé, à donner pouvoir à Bouchra Fenzar, Annick Poulain, Xavier Bonnet, Philippe Barbier, Isabelle Moreau, Gérard Godefroy, Antonio Pinto da Costa, Alain Chauveau, Christiane Lieberman, Catherine Loud excusée, à donner pouvoir à Jean-Paul Michel, Laetitia Huget, Sabrina Puntel, Sébastien Duranceau, Virginie Delay a donné pouvoir à Sébastien Monod, Thibault Roussillon, Emmanuel Archidec, Jean-Michel Binet, qui à son départ donnera pouvoir à Sylvie Bonin, Roger Roseau, Marielle Pocalfer, Michael Lopez, Jacques-Édouard Gray, Marie-Thérèse Clary et Adrien Bernascon. Le quorum est largement atteint, donc nous pouvons commencer le programme. Alors, sur table, vous avez un certain nombre de documents qui vous ont été déposés, qui sont les comptes rendus des différentes commissions auxquelles vous avez les uns les autres participé, et également les résultats sportifs de l'ANI. Une information sur le cinéma. Alors le cinéma donc est un petit peu en retard de son nombre d'entrées, du seuil de nombre d'entrées. Donc il y a un écart de 5333 entrées, ce qui représente donc mécaniquement une subvention de la part de la ville de 12 235,90 €. Alors je voulais vous présenter Sonia Richard qui va se lever pour qu'on puisse physiquement l'identifier. Qui est une nouvelle collaboratrice qui vient d'y arriver il y a à peu près une semaine. Elle est donc au service de l'urbanisme et elle est déjà en charge notamment de la révision de PLU, on va dire de la construction du PLU, qui avance sur le rythme prévu. Et puis naturellement, elle va aussi s'occuper des relations avec l'intercommunauté de Marne-et-Gondoire, puisque vous le savez, l'administration du droit des sols est maintenant confiée. Nous avons, nous, Ville de Lagny, confiée, mutualisée avec la communauté d'agglomération, mais bien sûr, il faut assurer un trait d'union et une coordination avec notamment le public et notamment les Latiniaciens qui veulent avoir des informations sur les permis de construire ou sur tout autre acte d'urbanisme. Une information sur les villes fleuries. Alors les villes fleuries, l'ANI bénéficie depuis plusieurs années, de nombreuses années, de 3 fleurs, ce qui est quand même très très compliqué à conserver, notamment avec les nouvelles normes qui imposent de ne pas utiliser de phytosanitaires, de ne pas trop arroser, enfin bref, de gérer différemment nos espaces verts et nos espaces fleuris. Et nous avons non seulement le maintien de ces 3 fleurs, mais nous avons eu un petit accessit supplémentaire qui est une mention spéciale qui peut-être va nous amener un jour, même si ce n'est pas encore un objectif à court terme, aux 4 fleurs, qui est le top de ces gratifications. Je tiens quand même vraiment à saluer les services techniques et notamment ceux des espaces verts, parce qu'avec des budgets contraints, avec des effectifs réduits, avec des normes donc de plus en plus exigeantes, ils font même mieux qu'avant en termes de résultats. Donc bravo à eux. Petite information aussi sur une action
envers l'emploi dont on a un petit peu parlé, mais dont les premiers résultats se font sentir. Une action qui s'appelle Feu vert pour l'emploi, qui est portée par la mission locale. Alors vous savez que la politique municipale n'est pas de créer des services sur de l'emploi, alors que c'est même théoriquement pas de la compétence de la ville, mais nous nous intéressons beaucoup à l'emploi évidemment. Donc nous avons mis en place des systèmes de coordination entre tous les partenaires qui s'occupent déjà de l'emploi, notamment notre mission locale, je dis la nôtre parce qu'elle est sur l'ENI. Et il y a donc un système qui s'appelle Action Feu Vert Emploi, qui est un système individualisé qui s'occupe des jeunes, notamment ceux qui sont sous contrat de ville, qui sont localisés à Orly Park. Il a démarré ce programme effectivement à la mi-septembre 2015. Alors il y a déjà 2 jeunes qui sont placés dans un emploi, il y en a 2 qui sont en formation, dont un à l'école de la deuxième chance. Voilà, c'est de notre point de vue ce type d'action, ce type de dispositifs qui sont efficaces, qui ne coûtent rien à la ville, mais qui donnent des résultats simplement en s'appuyant sur le savoir-faire et l'expertise des professionnels de l'emploi. Voilà, j'en ai terminé. Oui, Patrick Jaillet veut dire un mot ? Oui, merci Monsieur le maire. Je souhaiterais juste faire une petite déclaration, si vous m'y autorisez. Monsieur le maire, cher Jean-Paul, avant de commencer ce conseil municipal, je voulais juste me faire le porte-parole de ce conseil, en tout cas de sa majorité, pour te dire notre fierté de te voir accéder à la présidence de Marne-et-Gondoire. C'est la démonstration que notre ville revient au centre de la scène locale et sort de son isolement. C'est également une excellente nouvelle pour notre agglomération. Et comme c'est à l'épreuve du feu que nous évaluons la qualité de nos élus, tu as déjà fait la démonstration de ton efficacité en parvenant à sauvegarder les contours de notre territoire, en évitant que Marne-et-Gondoire se retrouve intégré dans une méga agglomération de 350 000 habitants. Bravo et donc bonne chance pour ces nouvelles fonctions. Pour finir, seul bémol, laisse-moi regretter que certains ici pensent que leur opposition systématique jusqu'à tirer contre leur propre camp en se présentant contre le candidat légitime de la ville qu'ils sont censés représenter. Merci de m'avoir donné la parole, Monsieur le maire, cher Jean-Paul. Merci Patrick. Merci. Je voulais juste dire 2-3 petites choses. Déjà, effectivement, mon action de président a failli ne pas démarrer. Il faut bien regarder les choses comme elles étaient, puisque il y a un amendement qui semblait devoir nous conduire à une fusion très rapide avec d'autres intercommunalités. Alors, je voudrais juste rectifier un tout petit peu ton propos. Ce n'est pas moi qui ai sauvé la dérogation de Marne-et-Gondoire, ce sont bien les 18 communes unies avec force et avec unanimité qui ont, pendant cette semaine quelque peu dangereuse, agi, et je n'en doute pas, contribué à peser sur des votes qu'on appelle, dans ce qu'on appelle la CRCI, la commission régionale, qui décidait si cet amendement contraire à notre dérogation devait être voté ou pas. Et c'est bien avec eux que je voudrais partager ce succès, parce que il y en aurait suffi d'un ou deux qui ne suivent pas la détermination que j'ai menée pour que nous perdions notre dérogation. Donc voilà, je pense qu'il faut rendre hommage à tout le monde. Alors c'est vrai que pendant l'élection, il y a eu un mal-être, un mal à l'aise. Moi, j'étais personnellement assez mal à l'aise. J'étais quand même très très stupéfait que des élus du conseil municipal de l'ENI puissent tirer contre les intérêts de la ville au sein de l'intercommunalité, notamment alors qu'on a un projet Suite Saint-Jean qui est sur notre commune et dont le maître d'ouvrage est l'intercommunalité. Donc la chance, faut appeler ça comme ça, qui nous était offerte de prendre la présidence de Marne-et-Gondoire, c'était aussi s'assurer du contrôle complet de ce projet. Alors prendre le risque que ce soit un autre maire, qu'il soit de Bussy ou d'ailleurs, qui pilote ce projet, me semble totalement stupéfiant. Je ne comprends pas qu'on puisse tirer contre son camp. Voilà, je voulais le dire comme ça, de manière extrêmement directe et sans diplomatie aucune, parce que c'était vraiment très étonnant, autant, voire plus peut-être, mais qu'une espèce de mépris affiché
auprès des 49 autres membres du Conseil communautaire sur 51 qui ont des engagements politiques. Et ce mépris envers leur engagement a été extrêmement mal ressenti. Je regrette que ce soit une voix d'un élu de l'ANI qui ait porté ce mépris au sein du Conseil communautaire qui doit être rassemblé autour de son exécutif, que ce soit le président ou les vice-présidents, et que je pense avoir su rassembler autour, à travers cette élection, notamment éviter les clivages petites communes, grandes communes, éviter les clivages politiques. Tout ça, je le crois, en tout cas le résultat l'a démontré, a été porté par ma candidature. Oui, monsieur l'ex-candidat à la présidence de Marne-et-Gondoire. Bonsoir à tous. C'est bien sur ce sujet que vous voulez réagir, j'imagine. Écoutez, monsieur le maire, puisque, à ma grande surprise, on fait mon procès ce soir, je crois que j'ai droit à la défense. Nous sommes en démocratie, et j'y tiens beaucoup. Alors, je n'ai pas du tout... Pardon ? Écoutez, laissez-moi parler ce soir. Premièrement, je n'ai pas du tout mis en danger votre brillante élection, puisque je rappelle que vous avez été élu dès le premier tour avec 31 voix pour 53 suffrages exprimés. Il n'y avait vraiment aucune surprise à votre élection. Ça, c'est le premier point. Je me suis présenté... c'était le cas. C'était le cas, monsieur Augustin. Tout le monde savait que monsieur Michel serait élu dès le premier tour. C'est la première chose. Ensuite, je me suis présenté contre vous, monsieur Michel, pour deux raisons. La première raison, c'est que je ne vous fais pas confiance. Je suis désolé, je n'ai pas confiance en vous, je ne peux pas avoir confiance en vous. Oui, vous aviez remarqué, mais je le confirme. La deuxième raison, c'est que nous voulions rester fidèles à nos valeurs d'indépendance politique. Nous déplorons vraiment, solitude si vous voulez, mais écoutez, nous restons droits et fiers dans nos principes. Nous déplorons la politisation de Marne-et-Gondoire et nous déplorons les petits arrangements entre amis. Alors effectivement, une élection gagnée d'avance, vous n'apprenez donc rien. N'oublions pas qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance, d'accord ? Sinon il n'y aurait jamais qu'un candidat. Et prendre le risque effectivement qu'un maire d'une autre commune puisse prendre la main sur nos projets de ville est totalement inacceptable. C'est votre droit juridique, politique. Heureusement, le ridicule ne tue pas, mais ne poussez pas quand même le bouchon trop loin. Je ne sais pas où est le ridicule, monsieur le maire. Vous proclamez le grand sauveur de l'ANI de Marne-et-Gondoire. Je ne crois pas que vous le soyez. Je suis désolé. 2 voix sur 52. C'est vrai que c'est pas vous le sauveur et ce ne sera pas moi non plus. Bien, nous enchaînons l'ordre du jour par la mise aux voix du procès-verbal de la séance du 16 septembre. Vous reprendrez la parole plus tard. Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Vous vouliez placer un mot, cher Jacques-Édouard? Allez-y. Oui, j'avais autre chose à dire. Un autre thème, je voulais ramener le débat sur l'ANI, parce que nous sommes là pour l'ANI ce soir. Monsieur le maire, ce soir, au nom des élus du groupe Objectif Lani, je déplore officiellement pour la énième fois que nous ne soyons pas invités à toutes les manifestations et à tous les événements organisés par la mairie. Alors on aurait des tas d'exemples à vous donner, je vais en donner trois récents. Le premier, c'est le 13 octobre dernier, nous n'avons pas été invités à la remise des prix du concours des maisons et des balcons fleuris. Nous n'avons pas été invités à la réunion des parents d'élèves sur les rythmes scolaires. Et dernière en date, le 1er novembre, nous n'avons pas été invités aux cérémonies en hommage des morts pour la France qui ont eu lieu au cimetière de Lagny. Je crois que nous sommes tous des conseillers municipaux à égalité. Il n'y a pas des sous-conseillers municipaux et des conseillers municipaux de la majorité. C'est la démocratie de nous respecter et de nous traiter à égalité. Par ailleurs, nous avons appris que votre prédécesseur, Patrice Pani, maire honoraire de Lagny, n'est invité à rien, jamais à rien. Nous pensons qu'il serait élégant et fort à propos d'inviter M. Pani à certaines cérémonies, dont notamment les cérémonies du 11 novembre.
Alors déjà, il y a un certain nombre de manifestations qui ne sont pas de la responsabilité de la mairie, hein, notamment les commémorations. Maintenant, vous êtes toujours invité, s'il y a eu quelques couacs, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Il n'y a absolument évidemment aucun ostracisme. Alors simplement pour la réunion des parents d'élèves, c'est une réunion de parents d'élèves, ce n'est pas une réunion d'élus. Donc il est absolument normal que vous n'ayez pas été invité. Voilà. Alors. Vous nous dites la même chose à chaque fois ce sont des couacs, vous vous excusez, mais... Alors, je n'ai pas encore trouvé de couac. Sur les 3 points que vous avez cités, je vous ai répondu. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des couacs de temps en temps. Alors, en l'occurrence, il n'y en a pas là. Il n'y en a pas d'exemple. Je viens de répondre sur ce que vous m'avez interrogé. D'accord. Hein? Écoutez, c'est moins bien organisé qu'avant, je suis désolé. Oui, si vous ne savez pas que la commémoration du 11 novembre, c'est le 11 novembre, on ne peut pas faire grand-chose pour vous. Hein. Ah non, mais ça, nous l'avons eu, monsieur. D'accord. Nous l'avons au monument aux morts. Vous avez la date et le lieu. Le 8 mai, ce sera pareil. Vous moquez pas, vous moquez pas, s'il vous plaît. Je vous rappelle. Nous avons maintenant un magnifique parvis dans le monument aux morts. Bien. Et vous n'avez pas répondu sur Patrice Pani, monsieur le maire. Je n'ai pas à vous répondre sur Patrice Pani. Il est suffisamment grand pour me contacter s'il a envie d'être invité. Je ne crois pas que vous soyez son porte-parole, ou alors il y a quelque chose qui m'a échappé. Considérez que je le suis, là, au sein de cette enceinte du conseil municipal. Je ne considère pas que vous êtes le porte-parole de qui que ce soit d'autre que de vous-même. Hein? Bien. Alors, point numéro 2, désignation des adjoints au maire. Voilà, une affaire sérieuse, en tout cas qui prend beaucoup de temps, malheureusement, à nos services, puisque c'est totalement inutile, c'est de la procédure administrative. Alors voilà, nous avons décidé, la majorité, il y a quelques mois, de modifier l'ordre du tableau. En clair, sur les adjoints, il y a 11 adjoints, de remplacer la première adjointe Geneviève Serre par Jacques Augustin et la première adjointe et vice-versa. Alors pourquoi on l'a fait, je m'en suis expliqué, c'est parce que Geneviève Serre est extrêmement chargée avec ses responsabilités de vice-présidente en charge des collèges au département, et donc elle avait plus le temps matériel d'assumer cette fonction. Nous avons donc délibéré au sein de ce conseil municipal. Les délibérations ont été envoyées à la sous-préfecture qui les a toutes validées et parallèlement, notre opposition a envoyé un courrier à la sous-préfecture en disant hop, il y a un truc qui cloche, c'est pas clair. Et vous aviez raison, c'est pas clair parce que dans la loi, ce cas n'est pas prévu, n'est pas bordé, ne dit pas comment il faut procéder. Donc la préfecture, effectivement, à penser aussi, ou en tout cas à avaliser nos délibérations, et puis ensuite à rétropédaler en disant attendez, pour que ce soit bien clair, c'est simple, vous faites démissionner tous vos adjoints et vous les faites réélire. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, puisque de toute façon les adjoints sont restés des adjoints en pleine et entière fonction jusqu'à ce soir, et ils les reprennent dans la minute à laquelle ils sont réélus. Donc on va procéder à cette réélection, puisqu'ils sont tous démissionnés. On va tous les proposer de la même manière qu'on a fait en avril 2014, simplement. Le premier et le second ont switché. Voilà. Des questions, parce que alors on va procéder à un vote qui va être à bulletin secret, qui va être un vote de liste. Donc on va distribuer des listes. Ceux qui veulent présenter une liste présentent une liste, et puis ensuite on va voter, il va y avoir un assesseur, il va y avoir un scrutateur, il va y avoir une urne. On va faire ça dans les règles les plus strictes. Des questions sur le déroulement du scrutin, Jacques-Édouard Gray? Alors, cette histoire, c'est un véritable feuilleton, un feuilleton qui aura duré 6 mois. C'est quasiment aussi bien que Les Feux de l'amour ou que Plus belle la vie. C'est vous qui êtes le scénariste, hein? C'est vous, monsieur le maire. Avec 2 héros jeunes et romantiques, Geneviève Serre et Jacques Augustin. Le premier épisode a... Merci, monsieur Augustin. Le premier épisode a eu lieu lors du conseil municipal du 19 mai. Notre maire, donc, comme il vient de le rappeler, nous a annoncé sa volonté d'inverser ses 2 premiers adjoints. Donc Geneviève Serre passait de la première à la 2e place.
et M. Augustin a été promu premier adjoint, certainement pour le récompenser d'avoir inspiré la quasi plus forte augmentation d'impôts de France. Le groupe Objectif Lagny a alors prévenu que cette décision nécessitait un vote du conseil municipal. Comme d'habitude, notre maire n'a pas fait confiance à son opposition. Il a refusé de soumettre au vote son inversion d'adjoint. L'article L. 2121-1 du Code général des collectivités territoriales est pourtant très clair, ne vous en déplaise, monsieur le maire. L'ordre des adjoints découle d'une décision du conseil municipal. Et ce qu'a validé le sous-préfet à cette époque, ce n'était pas l'ordre des adjoints, c'est que c'était un tableau sur les indemnités des adjoints, et ce tableau n'était pas nominatif. C'est ce qu'a validé le sous-préfet au mois de mai, et pas l'ordre des adjoints. Le deuxième épisode a eu lieu lors du conseil municipal du 23 juin. Nous avons à nouveau rappelé la règle, une nouvelle fois sans succès. Le maire a préféré continuer dans l'erreur et dans l'illégalité. Troisième épisode, début septembre, la mairie a publié le guide officiel de la ville et chacun a alors pu remarquer que Geneviève Serres était repassée devant Jacques Augustin dans la liste des adjoints, mais détail amusant, tous les numéros des adjoints avaient été gommés, il n'y avait plus de numéros. Quatrième épisode, rebelote, lors du conseil municipal du 16 septembre, nous avons à nouveau rappelé la règle du Code général des collectivités territoriales et nous avions en plus ce jour-là une lettre du sous-préfet allant dans notre sens. Et là encore, le maire s'est entêté et s'est enferré dans l'erreur. Cinquième épisode, ce soir, nous votons enfin l'ordre des adjoints. Monsieur le maire, pourquoi avoir attendu 6 mois pour reconnaître votre erreur? Pourquoi avoir attendu 6 mois pour enfin respecter la loi et la démocratie municipale? Pourquoi ne pas nous avoir fait confiance? Reste un problème qui nécessitera probablement un 6e épisode. Ce soir, monsieur le maire régularise la situation pour l'avenir, mais il reste à régulariser les 6 mois qui viennent de s'écouler dans l'illégalité. Il y a 2 problèmes en fait. Premièrement, si M. Augustin a signé des décisions en tant que premier adjoint durant les 6 mois qui viennent de s'écouler, ces décisions n'ont aucune valeur juridique, elles n'existent pas. Deuxièmement, n'y aurait-il pas un problème d'argent dans le couple Geneviève Serres-Jacques Augustin? D'après la délibération du 19 mai, donc reconnue, vous l'avez reconnue par le sous-préfet, votre premier adjoint doit toucher 1 100 € par mois et le second 800 € par mois. Pour l'État, le premier adjoint depuis mai était toujours Geneviève Serres. C'est elle qui aurait dû toucher 1 100 € par mois et Jacques Augustin 800. Si tel n'est pas le cas, il faut que M. Augustin rembourse 300 € par mois à Geneviève Serres, soit 1 800 € pour 6 mois d'illégalité. 300 par 6, ça fait 1 800. Y a-t-il un problème d'argent entre Geneviève Serres et Jacques Augustin? Suspense, nous le saurons au prochain épisode. Alors, on va passer au vote. Alors, déjà, il faut... La procédure demande, si vous voulez, exige qu'on vous pose la question, si vous voulez déposer une liste. Vous avez bien réfléchi parce qu'il faut vous laisser un temps de réflexion, me dites-on. Donc D'accord, bien. Ben, pendant ce temps-là, ils vont régler leurs petits problèmes financiers. Hein non, merci d'avoir mis de l'humour, là, ça détend. Bien, donc nous allons donc organiser le vote à bulletin secret. Donc il me faut un scrutateur. Non, il faut 2 assesseurs, un secrétaire. Donc je vous propose, le groupe Objectif Lagny, de choisir entre vous un assesseur. Ah
bah oui, mais il faut écouter quand même. Il n'y a pas d'indemnité pour l'assesseur, hein, je veux dire. Donc un assesseur chez vous? Non? Vous voulez? Oui, qui vous voulez. Hein, allez, Adrien. Et un assesseur chez nous. Allez, Sabrina. Voilà. C'est le plus jeune, non? Ça devrait être le plus jeune. Ouh là là. Alors, c'est Thibault le plus jeune. Désolé. Ah, c'est Sébastien le plus jeune. Ah, ils sont tellement jeunes tous. Sébastien. Donc ce sera Sébastien et un scrutin. Et Madame Poulain en secrétaire. Alors on dit pas pourquoi. Ah voilà. Voilà. Bien. Et donc voilà, on va faire tourner les bulletins à tout le monde. Alors, c'est toi, oui. Voilà. Et tu donnes, alors, tu en donnes 2 à ceux qui ont des pouvoirs. Je remercie le Conseil de m'offrir une petite marche. Bien. Alors, je rappelle que ceux qui sont dotés d'un pouvoir doivent mettre 2 bulletins. Hein? 2 enveloppes. 2 enveloppes, pardon. 2 enveloppes. Quand vous avez un pouvoir. Hein? Parce que nous devons retrouver 35 enveloppes à la fin du scrutin.
vais vous demander un petit moment de silence pour qu'on entende. Hein, voilà. Oui. « 27, 28, 35. Bien. Alors, je vais donc prononcer les résultats de l'élection. Premier adjoint, Jacques Augustin. Deuxième adjointe, Geneviève Serre. Troisième adjointe, Émilie Netz. Quatrième adjoint, Patrick Jaillet. Cinquième adjoint, Bouchra Fenzar. Sixième adjoint, Sébastien Monod. Septième, Monique Camage. Huitième adjoint, Dominique Girard. Neuvième adjoint, Florence Blanchard. Dixième adjoint, Ossine Zouaoui. Et onzième adjoint, Kamel Riski. Je les félicite de leur brillante élection. Alors, il y a des signatures, me dit-on. Voilà. Signons. Voilà. Un travail malheureusement bien inutile. Il a mobilisé beaucoup d'heures de travail de nos services que je préférerais utiliser à d'autres. La démocratie latiniacienne était en danger, c'est sûr. Heureusement, elle a été sauvée. On va prendre un petit peu de temps pour faire signer le registre. Que tout soit bien en ordre et que la démocratie ne soit plus en danger. Oui.
Madame la responsable des élections, nous avons... Eh bien, on va vous laisser quelques secondes. Bien, merci encore à Annick Poulain d'avoir brillamment organisé cette élection indispensable à la démocratie. Merci au service de tout ce travail de préparation. Bien, nous passons au point numéro 3 qui concerne le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes. Et je vais faire un tout petit résumé, un petit peu en parallèle de ce rappel des dates qui est à l'affichage. En avril 2014, lorsque la nouvelle équipe municipale s'est mise en place, nous avons quand même immédiatement pressenti, nous l'avions vu avant, qu'il était nécessaire d'agir immédiatement, notamment sur les frais de fonctionnement. Donc il a été décidé de manière très claire et nette de faire 10% immédiatement sur les frais de fonctionnement. C'est un travail qui a été mené par mon adjoint Jacques Augustin, qui est un travail désagréable, qui est un travail compliqué, notamment puisqu'à l'époque le budget était K1K, mais c'est un travail qui était immédiatement nécessaire et on le verra plus tard quand on présentera un certain nombre de résultats qui l'a contribué au redressement en cours, s'il n'est pas fait, de nos finances publiques. Ensuite, nous avons, c'est pas ensuite d'ailleurs simultanément, comme nous nous y étions engagés, nous avons lancé un audit qui a été mené. Alors, ça prend un petit peu de temps parce que il y a des procédures de consultation, de mise en concurrence, etc. Donc, le cabinet Ernst & Young a été choisi. Vous l'avez tous écouté, entendu ici dans cette enceinte et dans une enceinte publique, qui a donc délivré un rapport extrêmement fouillé, très clair, très utile pour nous prendre décision. Simultanément, j'ai reçu en juillet 2014 un courrier du sous-préfet qui était quand même très clairement une menace de mise sous tutelle si nous n'étions pas capables de prendre des mesures énergiques et immédiates. Ce courrier a été rendu public. Il a été donc porté à connaissance non seulement du conseil municipal, mais aussi du public. Et puis les résultats de l'audit sont arrivés. Les résultats ont été ce qu'ils ont été. Ils étaient absolument clairs. Alors certains ont prétendu qu'il ne s'agissait que d'un cabinet anglo-saxon et ont mis en cause ces résultats. On va voir là, de manière factuelle, que le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes, purement et simplement, entérine cet audit, mais donne aussi quelques autres pistes qui sont intéressantes. Donc, en parallèle de tout ça, et là, c'est pas de notre fait ni de notre décision, la Chambre régionale des comptes, qui est une chambre qui est quand même présidée, pilotée par des magistrats, a décidé d'auditer la période 2009-2013, en clair, le précédent mandat. Ça a été un travail extrêmement long, je dirais même anormalement long par rapport à ce qu'il est d'usage de constater. On verra pourquoi. Il y a des raisons à cette longueur et à ces allers-retours. Et les premières raisons, c'est regarder ce qui est à l'écran. Donc en juin 2014, on nous a dit qu'il y avait un audit. Il n'y a pas eu moins que de 6 questionnaires envoyés au service avec des allers-retours nombreux entre les services, des demandes de renseignements complémentaires, des réunions, enfin bref, il y a eu une très très grosse demande fouillée, détaillée de cet organisme Chambre régionale des comptes. Et puis ensuite, il y a eu un rapport d'observation provisoire. Vous voyez quand même, il s'est passé du temps entre juin 2014 et avril 2015. Ces rapports ont été communiqués donc aux 2 précédents maires qui étaient maires pendant la période et à moi-même. Ils ont été donc enregistrés pour aboutir à ce
rapport définitif du 14 octobre que nous devons présenter au conseil municipal. Alors moi je m'étais engagé de le faire au niveau public, on verra après, je le ferai également en public, mais nous devons effectivement le présenter au conseil municipal. C'est une obligation légale et, je dirais, parfaitement saine. Alors, les précédentes étapes, notamment l'audit de Ernst & Young, nous avaient appris beaucoup de choses, mais le but de cet audit était de faire un état, un diagnostic, et de nous ouvrir des perspectives pour nous aider à la décision. Le rapport que nous allons découvrir là donne aussi des explications du pourquoi nous sommes dans cette situation. Le rapport d'audit disait on a une grosse dette, il faut la payer, on n'a pas beaucoup de capacité, pas assez de capacité d'autofinancement. Et bien là, on va comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là, parce que c'est quand même important de savoir et de bénéficier, on va dire entre guillemets, en tout cas de prendre en compte les erreurs du passé pour que derrière on écrive une autre histoire et qu'on ne soit pas obligé d'emprunter, sachant que l'emprunt d'aujourd'hui c'est toujours les impôts de demain. Donc là on est en train de payer en impôts les emprunts d'hier. Alors, quelques tableaux. Alors ça va être, on a simplifié la lecture, alors sachant que toutes les informations qui sont synthétisées là, vous allez voir à chaque fois il y a les numéros de page, vous retrouvez dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, que nous n'étions pas en mesure de rendre public tout de suite, parce qu'il fallait d'abord le présenter au conseil municipal, qui sera mis en ligne là, après le conseil municipal, et donc chacun pourra y avoir accès, et aller chercher les informations complémentaires. Alors regardons les charges de gestion, les charges de fonctionnement. Donc il y a des charges salariales, de personnel, il y a des charges de caractère général, il y a des charges diverses, bref. Ce qui est important de noter ici, c'est un fait majeur qui s'est produit entre 2010 et 2011. Regardez les charges de personnel. Les charges de personnel ont un tout petit peu baissé. Alors, il s'est passé la chose suivante. Il y a eu un transfert de compétences, c'est-à-dire que la musique, qui est très coûteuse en personnel, a été transférée à Marne-et-Gondoire. Alors, je vous rappelle la mécanique, quand une commune transfère une compétence, transfère un savoir-faire, elle prend les coûts, en l'occurrence les coûts de salaire, là, étaient de l'ordre de 600 000 € qui sont pris en charge par l'intercommunalité, mais l'intercommunalité déduit de ce qu'on appelle l'attribution de compensation, déduit la même somme, c'est-à-dire, à l'instant T, c'est neutre. C'est-à-dire, on vous enlève une masse salariale, mais on ne vous rétribue que de la différence entre ce qu'on vous donnait et cette charge salariale. Voilà. Donc, c'est 600 000 €. Or, regardez ce qui s'est passé en bas entre 2010 et 2011. Vous avez là une toute petite baisse des charges de gestion de l'ordre de, on va dire, moins de 100 000 €, 80 000 € à peu près. Alors qu'on devrait, à gestion égale, sauf si on avait fait des choses extraordinaires entre-temps, ce qui n'a pas été le cas, on devrait avoir un delta à minima de 600 000 €, on a un delta de 80 000 €. Donc ça, c'est une piste. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est absolument anormal. Regardons les charges de gestion. Parce que c'est là où on attend toujours les villes. Est-ce qu'on gère bien? Voilà, est-ce que le fonctionnement est bien géré? Regardez ce qui s'est passé là. En pointillé, la courbe bleue, c'est ce qu'il y aurait dû se passer. C'est-à-dire on aurait dû passer de 20 400 000 à 19 900 000. Et or, on n'est pas passé. On n'a qu'un tout petit delta de 80 000 €. Voilà donc des faits qui sont extrêmement frappants. Donc on a des charges de gestion qui ont énormément augmenté. On le voit ici dans les charges à caractère général. Et regardez, ce glissement, on va prendre par exemple les publicités, publications, relations publiques. On avait un budget de 574 000 €, ce qui est assez considérable. On verra bientôt qu'elles ont été réduites même par rapport à 2009. Mais regardez par rapport à 2013, vous avez plus de 120 000
euros, rien que sur ce poste-là. Donc, on n'a pas maîtrisé les dépenses sans réalisation majeure. Ça, c'est un exemple qui n'est, c'est pas du pourcent, hein, on a vu les montants, hein, ce sont des montants de 220 000 euros sur la période qui sont partis, on ne sait pas trop où, mais dans des publications, voilà. Alors, ça, c'est une première observation. Une deuxième observation, alors ce ne sont pas mes observations, hein, je le rappelle, c'est les observations que vous trouvez dans le rapport. Recettes de la fiscalité locale. Alors, il faut regarder les recettes. On regarde les dépenses, mais on regarde aussi les recettes. Donc, vous pouvez feuilleter votre rapport à la page numéro 8. Vous avez une augmentation des recettes fiscales sur la période qui a été de 24,2%. Je ne fais pas de commentaire. C'est beaucoup, c'est pas assez. En tout cas, c'est ça. Ça, c'est le chiffre factuel. Ça représente 2 300 000 euros de recettes fiscales supplémentaires entre 2009 et 2013. Un autre fait, regardez l'endettement. L'endettement, à fin 2013, est de un peu plus de 27 millions. Il a augmenté de 15 à 16% sur la période. Et puis, vous avez un remboursement de la dette. C'est bien ça notre problème. C'est bien ce remboursement. Les annuités de la dette sont de 3,4 millions d'euros. Et dans ces 3,4 millions d'euros, vous avez une partie de capital, mais vous avez 1 200 000 euros d'intérêt. Donc, comment est-ce possible d'équilibrer, même avec des recettes de 2,3 millions, avec un remboursement qui augmente sans cesse, un endettement qui augmente sans cesse? Eh bien, l'équilibre, il s'est fait, vous verrez dans le rapport, il s'est fait en vendant du patrimoine. Donc, l'équilibre budgétaire s'est fait en vendant du patrimoine, mais pas, malheureusement, pas assez, ou il n'y a plus à vendre, mais on va voir qu'il y avait une problématique. Alors, une autre problématique qui est mise en exergue par la Chambre régionale des comptes, c'est le suivi des effectifs de la ville et donc, évidemment, de sa masse salariale, qui, vous l'avez vu, un poste considérable, qui est le premier poste de dépense d'une ville. Vous voyez qu'il dénonce, ce rapport, page 17, qu'il n'y a pas de suivi fiable. Effectivement, en avril 2014, il était extrêmement compliqué, voire impossible, de savoir combien on avait de personnel en nombre, quel type de contrat, c'était vraiment des fonctionnaires, des contractuels, des équivalents temps plein, etc. Ça, c'est un travail qu'on a dû mettre en place parce qu'on ne voyait pas clair. Donc, vous avez les transferts de charges sans baisse de la masse salariale, ça on en a déjà parlé sur l'exemple d'avant. Il a été souligné aussi un absentéisme en forte augmentation. L'absentéisme, c'est un indicateur, déjà ça coûte. Et puis évidemment, c'est un indicateur social qui est un peu reflet d'un malaise. Mais bon, je ne veux pas aller plus loin parce que c'est compliqué. Peut-être les gestionnaires d'antan pourraient s'expliquer là-dessus parce qu'on n'a pas vraiment d'explication. Mais en tout cas, c'est un fait objectif qui est souligné dans ce rapport. Et puis, il y a une information aussi, c'est la part des heures supplémentaires trop importante. Alors, ça c'est très clairement, effectivement, quand on a trop d'heures supplémentaires, un signe de manque de prévision et de programmation. C'est évident. Alors, il y en a des heures supplémentaires, il y a des événements, il y a des choses qui le nécessitent, il y en aura toujours. Mais là, c'est extrêmement souligné comme étant beaucoup trop important, et ça aussi, c'est un axe de progrès, mieux utiliser, mieux organiser les effectifs, les missions, les qualifications pour qu'un poste équivalent temps plein ne bénéficie pas, entre guillemets, ou ne soit pas grévé d'heures supplémentaires trop importantes. Ça, c'était un point qui a été vraiment mis en exergue. Et puis un autre point qui nous aide à comprendre pourquoi ces dérives, c'est la commande publique. La commande publique, c'est tout ce que la ville commande, c'est-à-dire avec de l'argent public. Alors, cette dépense, elle est extrêmement encadrée. Elle est encadrée pour éviter un certain nombre de dérives, mais aussi pour
qu'on mette vraiment en concurrence les entreprises et que les collectivités bénéficient du mieux-disant. Ce n'est pas forcément le moins cher, mais au moins que la prestation demandée soit réalisée de la manière la plus efficace possible pour la ville. Donc là, il a été souligné à plusieurs reprises, et on va voir des exemples très concrets, les défaillances importantes. Des seuils de marché non respectés. Alors, il y a un code des marchés publics qui dit que si vous commandez, par exemple, c'est pas d'actualité, ça change un peu en ce moment, mais pour plus de 10 000 euros, bah, vous devez suivre un ordre, une procédure, faire une concurrence, faire une publication, informer d'éventuels pétitionnaires, d'éventuelles entreprises qu'elles doivent, qu'elles peuvent pétitionner, souscrire et essayer d'obtenir le marché. Des seuils de marché non respectés. Et puis des marchés fractionnés. Alors c'est ce qu'on appelle couramment le saucissonnage. Si vous voulez éviter d'être obligé de consulter au-dessus de 10 000 euros, bah mettez-vous d'accord avec le fournisseur. Il vous fera par exemple 3 commandes de 3 300 euros. Et pour le même objet, ça s'appelle un saucissonnage. C'est une infraction au Code des marchés publics et ça détourne la mise en concurrence saine qui doit prédominer à l'utilisation, en tout cas prévenir l'utilisation des fonds publics. Des exemples extrêmement concrets qui ont été relevés par la Chambre régionale des comptes. L'extension de la crèche. Donc, sans mise en concurrence, on dépasse 95 226 euros. Bien, le seuil à l'époque de mémoire devait être aux alentours de 10-15 000 euros. Et puis après, quand on voit qu'on va se faire pincer, ben, on fait une tentative de régularisation, on fait semblant de faire un marché qu'on annule. Enfin bon, voilà, ça a été clairement établi. Hein, ce sont des faits, hein, je ne vous dis pas mon opinion, mon avis. Moi, je n'ai pas d'opinion, je constate ce qui est écrit dans le rapport. La sonorisation d'Idoire, 50 000 euros presque de sonorisation. Et là, on a découpé en rondelles le saucissonnage en cas de facture pour échapper à cette obligation de mise en concurrence des prestations informatiques. Alors là, ça c'est pas le pompon parce qu'il y en a d'autres, mais c'est quand même beaucoup d'argent avec des bons de commande, enfin des factures, enfin des bons de commande qui sont établis après les factures. Il y a un fournisseur qui a fait une prestation, on reçoit la facture, ah bon, tiens, on n'a pas la commande. Ah bon, on va faire la commande après. Bon, je ne suis pas sûr quand même que ce soit un bon mode de gestion, notamment parce que, en plus, ce sont des manœuvres volontaires, hein, ce ne sont pas des erreurs. C'est été décidé comme ça par l'exécutif municipal de la période. Alors, l'absence donc, ou défaut de suivi, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces quelques exemples, il y a aussi de l'argent gaspillé parce qu'on n'a pas suivi. Les bons de commande, on vient d'en parler, signés après la réception des factures. Ça veut dire quand même qu'on n'a pas vraiment prévu comment on allait gérer la dépense et pourquoi on allait la gérer. Par exemple, je suis rentré en fonction le 4 avril, les bons de commande, on les régularisait le 2. Il y a quand même mieux, hein, comme bonne utilisation des fonds publics. La reconstruction du CLSH, on perd 380 000 euros parce qu'on n'a pas bien géré le dossier. Alors, il y a plein de raisons, on va en parler peut-être. On perd 380 000 euros de primes d'assurance. Voilà. Ça, page 23, page 26, vous pouvez tous ouvrir votre rapport, c'est extrêmement clair. Et puis, après, des protocoles transactionnels. Un protocole transactionnel, ça veut dire qu'on est quand même en litige, et pour éviter un conflit judiciaire, bah, on transige. Et quand on transige, on lâche de l'argent. Alors là, ils ont repéré un certain nombre d'exemples. On vous en a mis quelques-uns ici, qui sont... alors tiens, je vais prendre celui de l'aménagement d'un local commercial. Parce que ça, c'était des litiges qui existaient bien avant 2014. Celui-là, on a dû le gérer nous-mêmes. Pas le précédent, mais celui-là, on a dû le gérer nous-mêmes. Parce que les entreprises n'étaient pas payées. Eh oui, c'était pas au budget d'Ivoire. Hein. Donc, il y avait forcément litige, et il a fallu, et on l'a vu, puisqu'on l'a passé en conseil municipal ici, faire des protocoles transactionnels. Alors, il y a d'autres exemples, des logiciels commandés visiblement un peu à tort et à travers, qui n'ont jamais été utiles à la ville.
etc., etc., etc. Bon, ça, vous avez le rapport, il est public, vous pourrez lire, il n'est pas si... Il est écrit en bon français, c'est-à-dire accessible, tout un chacun, pas trop de langage administratif, quoique, on va voir, là, il y en a un qui va falloir un peu décoder, mais ces informations sont consignées dans ce rapport. Alors voilà, alors je vous ai mis là juste un extrait de la synthèse du rapport, qui dit tout, quelque part. Il faut un peu lire précisément les mots. Cette situation tendue a contribué à la croissance de l'endettement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour équilibrer les budgets, on s'endettait, qui a atteint plus de 27 millions d'euros. On l'a vu à la fin de l'exercice 2013. Je rappelle, ce chiffre a en son temps été même contesté. Bon. Plus les intérêts, hein, parce que si on met les intérêts au bout, ça fait 36 millions. Hein. Dans un contexte financier marqué par la diminution des concours financiers de l'État aux collectivités locales. C'est une information qui date de 2013, on le savait à peu près à cette époque-là. La stratégie de la commune doit, c'est une recommandation, ainsi viser à limiter le recours à l'emprunt. C'est écrit. Il faut arrêter d'emprunter, puisque l'emprunt d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Par la recherche d'économies de gestion, c'est une évidence, hein, et de recettes supplémentaires. C'est une jolie petite phrase pour dire et d'impôts supplémentaires. Les recettes des villes, elles ne tombent pas du ciel. Hein. Mais aussi en privilégiant les investissements prioritaires. Ça veut dire là aussi qu'il y a une vision qui est de dire n'arrêtez pas d'investir. Hein, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites et la recommandation est extrêmement claire, mais c'était la même formulée différemment par le cabinet Ernst & Young qui nous disait, écoutez, c'est simple, vous avez 3 leviers, hein, il vous faut travailler sur votre charge de fonctionnement, il vous faut ajuster vos investissements, et puis il vous faut réactualiser votre pression fiscale. C'est exactement la politique que nous avons menée, et je l'ai dit tout à l'heure, dès avril 2014 sans avoir de vision claire, mais que nous avons effectivement mise en place pour le budget 2015, qui se déroule selon ce qui était prévu, c'est-à-dire pas d'emprunt pour 2015, pas d'emprunt pour 2016. Voilà. Bon, je ne vais pas extrapoler plus parce que le but c'était de vous faire une synthèse avec des éléments du rapport, qu'on puisse discuter autour de ça, mais vous avez là l'explication de la situation dans laquelle nous sommes. Et ça tombe pas, c'est pas de chance, c'est un certain nombre de choses qui n'ont pas été anticipées, qui n'ont pas été corrigées, qui ont été laissées partir à volo. C'est aussi des infractions à la mise en concurrence qui donc forcément pénalisent, puisqu'on ne met pas en concurrence les entreprises. Donc évidemment qu'on ne paye pas le juste prix, tout ça, tous ces éléments expliquent exactement la situation financière dans laquelle nous avons trouvé la ville en avril 2014. Y a-t-il des questions ?